Ce qu'on entend par maltraitance, donc tout acte, comportement et attitude commis ou omis envers une personne au détriment de son intégrité physique, sexuelle, morale, psychique, matérielle et financière. La maltraitance engendre un tort ou une blessure. Elle constitue une atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne. On a différentes catégories de maltraitance, par exemple physique, qui est souvent pas aussi flagrante que les coups, mais de brusquer la personne lors des soins, de l'attacher, de la brusquer aussi pour l'alimentation. Dans cette catégorie, on peut aussi parler de maltraitance sexuelle, qui peut arriver malgré l'âge. Elle peut être aussi psychologique, donc intimider la personne, la dévaloriser, la dénigrer, la menacer, ou l'ignorer carrément. C'est le plus grand pourcentage des maltraitances à domicile. Et ces catégories sont un peu arbitraires parce que, évidemment, quelqu'un maltraité physiquement va aussi avoir un contre-coup physique et ses droits vont être violés. Dans les droits, il y a le droit à l'information, la liberté, la parole, pratiquer sa religion, voter, décider, si on décide à sa place, comme si elle n'avait pas son discernement, on viole ses droits, surtout avec le nouveau droit de l'adulte de 2013. La maltraitance financière, les 240 francs que vous avez vus dans l'enveloppe tout à l'heure, volés, des héritages qui sont kidnappés aussi, des procurations frauduleuses. C'est aussi ne pas vouloir offrir des lunettes à quelqu'un qui en a besoin, ou un dentier. Et ne négligeons pas les négligences qui, elles, sont les plus fréquentes en institution. Ne pas prendre en compte les besoins de la personne, la laisser sur une chaise dans le meilleur des cas, ou aux toilettes en l'oubliant. Et ne pas négliger les soins de confort essentiels. Donc la maltraitance a des conséquences. Elle engendre des sentiments de peur, d'angoisse, de stress, baisse de l'estime de soi, elle porte atteinte à l'intégrité physique. Et le dernier rapport de l'OMS met aussi en évidence qu'il y a des homicides, soit par négligence, soit des homicides volontaires pour les personnes âgées. Elle peut être aussi à l'origine de troubles du comportement ou du syndrome de glissement. Qui peut être maltraité? Des personnes qui ont des problèmes cognitifs, qui ont des problèmes de dépendance physique aussi. Et donc, ça peut concerner à peu près une personne sur 10 actuellement qui peut être maltraitant ou qui n'a jamais maltraité parmi nous, qui n'a jamais eu une parole ou un geste qui a dérapé à cause du stress, à cause de la fatigue, du manque de connaissances, à cause de l'économie qui devient prioritaire sur la qualité de vie, et la société qui véhicule une image de la vieillesse qui n'est pas toujours très agréable. Donc il faut continuer à se mobiliser pour éviter ces aspects-là. Il y a une augmentation des personnes âgées, il y a une augmentation des personnes âgées en situation de dépendance. Ce n'est pas l'âge qui est facteur de risque, mais les dépendances. Et donc il faut continuer à en parler, car ne rien dire, ça veut dire cautionner, ça veut dire être complice. Dans le canton de Vaud, on a une obligation, en tant que professionnel, de signaler les situations de maltraitance. Dans d'autres cantons, les employés signent un document à l'entrée dans l'institution, comme quoi ils s'engagent à, j'aime mieux le mot de signalement que dénonciation. Mais que faire quand on en constate quand même? Donc si la personne le peut, la soutenir pour en parler, l'aider, l'accompagner dans ses démarches. Si elle ne peut pas, analyser la situation en réseau, c'est ça qui est le plus efficace, de ne pas rester seul devant ces situations. Importance d'être vigilant pour la détecter, mais encore plus important de faire de la prévention. On peut travailler sur différents niveaux, dans les facteurs de protection ou de prévention, dans les différentes dimensions de l'être humain, c'est-à-dire personnel, les soins, socio-familial, sociétal et culturel. Dans le domaine personnel, il est important que la personne puisse continuer à faire des choix, qu'elle puisse garder au maximum son autonomie, son indépendance.
Le mieux, c'est qu'elle puisse bénéficier d'expériences de vie positives, qui la maintiennent dans la vie, qu'elle puisse obtenir des informations sur le vieillissement, sur la retraite. Au niveau social, socio-familial, il est important que la personne puisse avoir des visites régulières, puisse bénéficier d'un lien avec la communauté, d'un réseau social, et que les proches puissent être soutenus quand les dépendances physiques ou psychologiques s'installent, car c'est là qu'il peut facilement aussi y avoir des dérapages. Donc tous les programmes pour les proches aidants sont importants. Dans les soins, il est important d'identifier les personnes à risque. Les personnes à risque, c'est les personnes âgées vulnérables et aussi le personnel qui pourrait être maltraitant. La formation du personnel est très importante car les besoins de la personne âgée sont très complexes et nécessitent de bonnes connaissances. Les institutions doivent aussi se poser des questions sur leur philosophie et sur leur politique institutionnelle. La place de la personne âgée est importante à revaloriser dans la société, le droit, le respect des personnes. Et peut-être, n'oublions pas que les jeunes d'aujourd'hui seront les personnes âgées de demain. L'association Alter Ego travaille sur 3 pôles, donc la formation, s'informer et se former. Elle a un numéro d'appel pour les professionnels, les familles ou les personnes qui pourraient être victimes de maltraitance pour des renseignements et une orientation au réseau et un secteur de recherche. Et je vous laisse juste la dernière diapositive pour méditer sur le sujet.